Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 5 octobre 2020. Aujourd'hui, nous allons faire un point hebdomadaire. Donc voilà déjà les principaux points à retenir. C'est bien entendu la santé de Donald Trump qui domine les esprits. La réaction a été tout de même quelque peu modérée. À noter que selon Reuters, Joe Biden est en train d'en bénéficier, il gagne du terrain. Nous avons pris connaissance également vendredi du rapport sur le NFP, les Non-Farm Payroll, la variation des emplois non agricoles aux États-Unis. Et donc, ce chiffre a été en dessous des attentes et le nombre de chômeurs augmente toujours aux États-Unis. Et il n'y a toujours pas d'accord d'ailleurs, à ce niveau-là, et cela pourrait également peser sur le sentiment des marchés, mais à noter également que les discussions relatives au Brexit seront également très suivies par les opérateurs avec ces nouvelles discussions concernant l'accord commercial. Et au niveau du calendrier économique, cette semaine, pas mal d'ISM, on en prend connaissance actuellement, et donc nous prenons connaissance des minutes de la Fed et de la BCE. Et un nouveau facteur clé, on parle souvent dernièrement de ces facteurs clés, de ces facteurs de risque qui viennent peser sur les marchés. Et ce nouveau facteur qui vient s'ajouter cette semaine, c'est l'état de santé du président américain et plus particulièrement les élections américaines. Alors dans ce contexte-là, donc il faut noter que vendredi, les indices américains ont terminé la session en territoire négatif. Le Dow Jones a perdu 0,5%, le S&P 500 a chuté de 1% et le Nasdaq s'est replié de 2,2%. En Asie, on a pu constater un certain appétit pour le risque avec le Nikkei qui a progressé d'1,18%, le Kospi coréen d'1,23% et le Hang Seng a gagné 1,27%. En Australie, le S&P ASX 200 a grimpé de 2,4%. Alors donc Donald Trump serait apte à revenir à la Maison Blanche dès aujourd'hui après avoir bien répondu à un traitement contre le Covid-19 au centre médical militaire national de Walter Reed. À noter que Nancy Pelosi a suggéré que le récent diagnostic de Donald Trump pourrait aider à créer des conditions favorables à un compromis concernant le projet de loi de relance. On passe très rapidement en Australie avec les autorités de l'État de Victoria qui ont déclaré qu'elles étaient sur la bonne voie pour assouplir davantage les restrictions relatives aux distanciations sociales dans les semaines à venir, et ce après avoir signalé une augmentation du nombre de nouveaux cas. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a déclaré ce week-end qu'il ne voulait pas que la période de transition de Brexit se termine sans qu'un nouvel accord commercial soit mis en place avec l'Union européenne, mais que si aucun accord n'était conclu, le Royaume-Uni débuterait effectivement, devrait mettre un terme à cette période de transition. À noter qu'en France, donc la France a relevé le niveau d'alerte dans la région parisienne, donc niveau d'alerte maximale au Covid-19 à partir d'aujourd'hui. Et la presse britannique qui fait état d'un nouveau système, qui rapporte pardon, un nouveau système de confinement à 3 niveaux qui serait prévu en Angleterre. À noter également que le maire de New York a déclaré avoir demandé à l'État l'autorisation de fermer environ 300 écoles et de rétablir des restrictions sur les commerces non essentiels dans plusieurs quartiers. Donc voilà pour les principales news. En ce début de semaine, nous allons faire le point, notamment sur cette situation, sur ce nouveau risque qui vient de s'ajouter et le Covid-19 qui s'invite à la Maison Blanche. Alors, qu'est-ce que cela a engendré? Alors, nous avons pu constater un repli, un repli de Wall Street très tôt vendredi matin lorsque Donald Trump a confirmé son infection au coronavirus par le biais de Twitter. Cependant, par la suite, les indices américains ont rebondi. Alors, c'est un cercle vicieux parce qu'effectivement, cette infection de Donald Trump euh, comment dire, entraîne une réaction, si je puis dire, négative des marchés, et un repli des marchés ferait perdre du terrain à Donald Trump pour les élections. Donc un réel cercle vicieux, Donald Trump qui est pris en étau entre son infection et Wall Street. Et donc effectivement, c'est un réel risque qui est en train de se matérialiser à la veille des élections américaines. Alors, il va falloir s'intéresser à ce mois d'octobre d'un point de vue de saisonnalité. Il faut garder à l'esprit que le mois d'octobre, habituellement, est un mois en territoire positif pour Wall Street. Mais nous allons creuser cela, nous allons voir cela plus dans le détail. À noter que
Suite à cette affection de Donald Trump, Joe Biden gagne du terrain. On le voit ici, hein, l'effet Covid-19 sur les propositions des bookmakers, sur les anticipations des bookmakers, avec un Joe Biden qui gagne du terrain pendant que Donald Trump sombre petit à petit. Donc un mauvais impact sur les probabilités, sur les chances de Donald Trump d'être réélu président. Il faut noter également que cela vient peser, cela pèse grandement, car la réponse de Donald Trump face à la pandémie était très vivement critiquée. En revanche, si Donald Trump parvient à se rétablir plus ou moins rapidement, cela renforcerait son discours sur sa réponse appropriée à la pandémie. Et donc, tout naturellement, un aggravement de son état pourrait complètement enterrer ses chances de victoire en novembre. Et bien entendu, une propagation du virus au sein de la Maison-Blanche pourrait également être déterminante. C'est un risque que l'on surveille de très près actuellement. C'est pour ça que la plupart des personnes qui sont présentes dans la Maison-Blanche sont actuellement en train d'être testées. Alors, comment cela va affecter la campagne présidentielle de Donald Trump ? C'est déjà que Donald Trump a annulé son meeting de vendredi, meeting prévu en Floride, et les prochains meetings devraient être également annulés. Il faut noter que des rassemblements électoraux ont été prévus dans certains États clés, dont la Floride, le Wisconsin, et donc Trump doit remporter la majorité de ces États dits gris. Ce sont des États qui n'ont toujours pas basculé d'un côté ou de l'autre. On les voit ici sur cette carte à droite, une carte des États-Unis avec les différentes couleurs, et donc ce sont ces États gris qui sont déterminants pour le président américain. Et le prochain débat qui est donc prévu le 15 octobre, il faut garder à l'esprit que dans un cas extrême de dégradation de l'état de santé du président américain, c'est Mike Pence qui devrait prendre le relais. Qu'en est-il d'un point de vue de saisonnalité ? Il faut savoir que le mois d'octobre est l'un des meilleurs mois, hein, normalement, qu'il a représenté, qu'il a été le second meilleur mois pour les S&P 500 au cours de la dernière décennie, mais on peut constater une polarisation assez importante. Donc soit on va avoir affaire à de fortes baisses, soit on aura affaire à des hausses colossales. Par contre, le mois d'août est allé à l'encontre de ces prévisions, de cette saisonnalité, et donc nous avons assisté à un mois d'août, à un mois de septembre qui ont complètement ignoré les tendances saisonnières. Alors, on pourrait assister à une certaine nervosité électorale. Il faut noter que depuis 1992, la période que nous vivons actuellement a été très fructueuse pour les marchés financiers. Mais statistiquement, 3 mois avant les 3 mois, le trimestre avant les périodes électorales a été très difficile pour les indices américains. Et donc pour le moment ce n'est pas le cas. La période de 3 mois, si on prend en compte le 3 août, donc le début du mois d'août, a été une période qui a été positive. Mais justement, est-ce que l'état de santé du président américain sera un tournant? Est-ce qu'il va entraîner les indices en territoire négatif? C'est justement la question que l'on commence à se poser. C'est un scénario qui commence à se concrétiser petit à petit. Donc le fait que Donald Trump ait contracté le coronavirus pourrait être un tournant majeur pour Wall Street. Il y a également un autre risque qui pèse fortement sur les indices américains, c'est cette nouvelle mesure de relance. Et donc effectivement ça patine, et Wall Street ne cesse de progresser dès que l'on a des déclarations qui vont en faveur de nouvelles mesures de relance, et les indices se replient immédiatement lorsque l'on s'en éloigne. Donc des marchés qui répondent, si je puis dire, au tac au tac aux différentes news à ce sujet-là. Et donc il faut savoir que les démocrates ont fait face à une impasse quant à leur plan de relance à hauteur de 2200 milliards de dollars, et tout porte à croire que l'opposition n'a aucun intérêt à aider le président américain dans ce sens. Et donc les élections sénatoriales américaines seront cruciales. Si les républicains l'emportent avec Biden à la présidence, il n'y aura peut-être plus de plan de relance. Alors à présent, après avoir abordé ces différents risques sur les marchés, on va s'intéresser à une matière première agricole, et c'est le café. Le café qui s'est
fortement replié, un café qui techniquement a rebondi sur son nuage journalier d'un point de vue Ishimoku, mais on va s'intéresser aux différents aspects. On va s'intéresser à justement ces estimations gouvernementales. Vous retrouverez à droite le rapport Bloomberg qui est issu d'agriculture.com. D'ailleurs, les différentes données sont disponibles sur ce site internet. Et donc, selon les estimations gouvernementales, la production de café en 2020 se situe dans le haut de la fourchette des prévisions de Conab. Et ça, par rapport aux estimations pour 2020. Et concernant l'Arabica, car lorsqu'on parle du marché du café, on parle d'Arabica et de Robusta, il faut savoir que les estimations concernant l'Arabica ont dépassé les prévisions de Conab et que la production de café d'un point de vue général est soumise à un cycle biannuel. Et d'un point de vue général, lorsque l'on a une bonne année, l'année d'après, nous faisons face à une mauvaise année. Donc 2020 est effectivement une bonne année. Les conditions météorologiques favorables laissent présager que les récoltes seront presque aussi bonnes que lors de l'année 2008, qui a été une année record. Mais il faut noter tout de même que la faiblesse du réal brésilien indique que le café reste rentable pour les agriculteurs nationaux, car effectivement, malgré ce repli des cours du café, nous avons un rallye qui se poursuit sur l'USD BRL, donc un réal brésilien qui ne cesse de se replier. Donc cela permet de garder les cultures de café rentables pour les agriculteurs. Donc avec un cours du café qui se replie en même temps que le réal brésilien. Donc concrètement, un cours du café, un café donc, qui est coté en dollars américains et donc un dollar américain qui nous donne de plus en plus de réal brésilien permet de garder justement la production de café rentable pour les agriculteurs nationaux. Et nous avons également un autre phénomène qui vient jouer, qui fait office de facteur fondamental, c'est la Niña, ce fameux phénomène météorologique donc qui entraîne des vagues de chaleur au Brésil et des précipitations supérieures à la moyenne en Colombie. Il faut noter tout de même que face à ça, les agriculteurs signalent des problèmes de floraison suite aux vagues de chaleur au Brésil et qui pourrait avoir un impact négatif l'année prochaine. Donc cette année est une bonne année, 2020, mais 2021 pourrait être une mauvaise année, ce qui suit naturellement le cycle du marché du café. Donc très certainement une opportunité pour les acheteurs, étant donné qu'on s'est fortement replié. Donc le but est de trouver le point bas en vue du prochain rallye du café, car effectivement 2021 sera une mauvaise année. Mais attention, car il faut garder à l'esprit que 2020 est considéré comme une bonne année. Donc on pourrait assister à un repli des cours du café en dessous du seuil psychologique des 100 cents le sac de café. Donc prudence pour le moment, et à noter que le positionnement spéculatif reste extrêmement élevé sur le café. Donc effectivement, le but est de capter un point bas en vue de prendre part à ce futur rallye haussier sur le café, mais nous sommes dans une bonne année en 2020. 2021 sera une mauvaise année, donc il faudra capter le point de retournement sur ce marché-là. Et donc nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc ici concrètement les indices européens, et on le voit ici, le DAX n'est pas parvenu à sortir de son nuage par le bas. Le DAX fait aujourd'hui face à une résistance. Donc le support n'a pas cédé, a permis au cours de repartir à la hausse. Donc cela fait pratiquement une semaine que le DAX évolue dans son nuage. On ne cesse de mettre en évidence les différents niveaux de support ou de résistance. Le CAC 40, quant à lui, est parvenu à sortir de son nuage, mais il est toujours aux alentours de sa précédente résistance. Donc les indices européens semblent neutres pour le moment. Nous allons voir cela plus dans le détail en nous intéressant au DAX. Tout d'abord, d'un point de vue journalier, le DAX qui ne sort pas de son nuage par le haut, il y a une résistance ici, c'est toujours la même, c'est notre Kijun en palier. Qu'en est-il du DAX en données H1? Alors ici, en données H1, il y a eu un refus de sortie de nuage par le haut. Qu'en est-il du DAX en données H4 avec notre nuage journalier?
Malgré la sortie par le bas du nuage journalier, la clôture journalière ne s'est pas fait à l'extérieur, mais bien à l'intérieur du nuage que l'on est venu réintégrer. Donc on est toujours dans cette zone de neutralité, une zone de neutralité que ce soit en journalier ou en H4. On va attendre une sortie par le haut pour envisager éventuellement un test de la borne inférieure du biseau ascendant. Donc une sortie par le haut qui semble peu probable. Il faut savoir que le scénario baissier avec un objectif à 11 370 reste toujours largement d'actualité. Pour cela, il faudra attendre un franchissement de ce niveau-là. Donc le niveau à surveiller avec grande attention, ce sont les 12 615. Alors ça va être un niveau très important, un niveau qui correspond au palais de Kijun en données H4, un niveau qui correspond au bas de nuage en données journalières, un niveau qui correspond à ce palais de SSB en données H4. Donc en cas de passage et de clôture en dessous de ce niveau, ce serait un signal de vente pour aller chercher les 12 450, ensuite les 12 330 et un objectif à moyen terme à 11 370. Le CAC 40, lui, n'invalide toujours pas la perspective baissière car il ne marque pas un sommet ici et se replie par la suite. On va regarder le CAC 40, on va quelque peu dézoomer ici. Avec un scénario baissier, effectivement, qui pourrait se matérialiser très prochainement. Et la cible de moyen terme est à 3235 points. Donc, prudence face à tous ces risques, hein, effectivement. Des risques qui pourraient se matérialiser et permettre d'aller chercher des niveaux qui correspondraient ici au creux du mois de mai 2020, aux alentours de la période de déconfinement en France, hein, justement, le 11 mai, ça correspond très exactement à la date de déconfinement en France. Par la suite, on a réussi à gagner du terrain, à progresser. Donc, cet objectif ici que nous donne le CAC 40 correspond plus ou moins à ce support qui a permis de rebondir après le déconfinement en France. Qu'en est-il concernant le CAC 40, concernant le DAX, pardon, les 11 370 correspondent ici au niveau de la fin du mois de mai. Donc, en cas, on pourrait faire un parallèle avec d'éventuelles futures mesures de restriction en Europe qui renverraient peut-être les indices dans ces niveaux, les niveaux de la mi-mai, voire de la fin mai pour le DAX allemand. Qu'en est-il ici du Nasdaq? Un Nasdaq qui a encore échoué sur cette zone de résistance qui allait se placer en données H1 en dessous de son nuage. Alors il faudrait parvenir à s'en affranchir pour espérer un Nasdaq qui revient tester ici les 11 585. Pour le moment, le Nasdaq ne parvient pas. On a l'impression de voir même la formation d'une ETE ici, avec une première épaule à gauche à ce niveau-là, peut-être une seconde épaule en cours de formation. En tout cas, si le nuage réussit à borner la hausse, cela finaliserait la formation de cette figure. Et le plus intéressant ici, c'est que notre ligne de coup correspond à notre projection V, la projection V qui nous a permis ici, cette projection V ici est en train de borner la hausse de la seconde épaule, mais c'est une autre projection V qui vient nous fournir notre ligne de coup. C'est une projection V que l'on retrouve ici et qui nous a permis de nous affranchir de cette précédente zone de résistance à ce niveau-là. Donc voilà très exactement la vague qui nous fournit la projection V qui fait office actuellement de ligne de coup. Je la mets d'une autre couleur pour une meilleure visibilité. Donc actuellement, il faudra être très attentif à tout franchissement de ce niveau car cela serait un signal de vente. Et cela permettrait de valider cette figure en ETE et cela nous renverrait directement à la précédente zone de support aux alentours des 10 840 points. Donc deux scénarios ici, en cas de passage au-dessus du nuage, on va chercher les 11 800, 11 585. En cas de franchissement de la ligne de coup ici, donc en cas de franchissement des 11 200, c'est pour aller chercher ici les 10 800 points, légèrement avant. On aura un objectif intermédiaire à 10 942. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors le Dow Jones
De la même manière que le Nasdaq semble dessiner une TE, on est actuellement sur la seconde épaule. Cependant, les perspectives restent haussières tant qu'on est au-dessus de cette oblique haussière. Et l'objectif est à 28 230 points, ce qui permettrait de finaliser cette vague haussière qui nous a permis de nous affranchir du nuage. Donc perspective haussière pour le moment. En revanche, si on passe en dessous de la Kijun, ce sont les perspectives baissières qu'il faudrait envisager en cas de passage en dessous du nuage, en cas de passage sous les 27 190. Cela viendrait renforcer l'éventualité de la validité de cette ETE que l'on retrouve ici, une épaule tête-épaule avec la première épaule à ce niveau, une seconde épaule peut-être en cours de formation ici et une ligne de coup qui nous serait fournie à ce niveau-là. Donc prudence pour le moment d'un point de vue technique. On pourrait assister à des formations chartistes et plus particulièrement des épaules tête-épaule. Qu'en est-il du S&P 500 de la même manière, une éventuelle tête-épaule ici en cours de formation. On retrouve les deux épaules et la tête au milieu. On a une importante zone de résistance. On est à l'intérieur du nuage, donc ici prudence à tout passage en dessous de V, ce qui pourrait nous permettre de nous attaquer à la ligne de coup et donc de réaliser cette épaule tête-épaule pour aller chercher dans un premier temps les 3260 voire 3257 avant d'aller chercher les 3210. En revanche, si on arrive à s'affranchir ici de cette zone de résistance, on devrait donc poursuivre à la hausse. Et ici, les projections d'Osoda nous seront d'une grande utilité, car cela nous permettra d'avoir un niveau très précis. Par exemple, si le repli se stoppe à ce niveau-là, le niveau à aller chercher est à 3389. Et donc, la profondeur du repli actuel nous permettra de déterminer l'objectif à aller chercher en cas de hausse et en cas de sortie par le haut du nuage, plus largement en cas de franchissement de cette zone. Alors qu'en est-il du Nikkei? Alors le Nikkei est allé tester la borne inférieure suite à la nouvelle de l'infection du président américain. Et donc l'appétit pour le risque s'est clairement fait ressentir lors de la séance asiatique. Mais le Nikkei a fait face à sa zone de résistance encore une fois pour se replier en direction de sa Tenkan, en direction du bas de son nuage. Il faudra attendre un franchissement des 23 55 pour envisager une poursuite de la hausse sur l'indice japonais avec pour premier objectif les 23 434, dernier rempart avant les 23 560. Alors nous allons passer à présent sur les matières premières. Nous allons débuter par le gold. Alors effectivement le gold s'est replié après avoir atteint un objectif. On le voit ici, il est en train de sortir de son nuage par le bas, peut-être pour aller chercher sa Tenkan, une Tenkan qui est à 1883. Qu'en est-il du gold en données H4? Alors, nous l'avions dit, une tentative de sortie du nuage par le haut n'était pas du tout un signal d'achat. Au contraire, nous avions un autre graphique qui nous indiquait que le gold allait rencontrer de grosses difficultés en vue de progresser en territoire positif. Cela s'est confirmé par la suite et le gold vient se replier peut-être en direction des 1880, un niveau que l'on retrouve également en journalier, un niveau qui correspond à sa Tenkan. Donc c'est le premier niveau à aller chercher pour le gold. Prudence tout de même à toute sortie par le bas de son nuage. Cela pourra entraîner un repli plus conséquent en direction des 1850, car effectivement c'est assez compliqué. On le voit ici, c'est la même chose. C'est un graphique en données H4. Nous avons ajouté à cela notre nuage journalier. Donc le gold sort à nouveau du nuage journalier par le bas et pourrait consolider en dessous de celui-ci. Mais il pourrait également se replier et prudence en cas de passage sous notre nuage H4, on pourra aller chercher les récents creux ici aux alentours des 1850 $. Donc deux scénarios selon moi, soit on consolide en dessous de notre nuage journalier pour cette séance d'aujourd'hui, soit on se replie et attention à tout passage sous ce niveau-là pour aller chercher les 1850. Donc je ne vois pas de scénario haussier pour le gold aujourd'hui. Qu'en est-il du pétrole? Le pétrole qui rebondit quelque peu, qui tente de retrouver des couleurs, mais ici ce qui nous intéresse ce sont des points de vente. Et effectivement les 38,50 seraient un excellent point de vente, voire la Kijun, car on devrait aller finaliser la vague baissière ici et marquer un nouveau support à 36 $.
Donc tout l'enjeu sera de chercher un point de vente pour le pétrole WTI. Même topo ici hein, pour le Brent. La Kijun pourrait nous offrir un excellent point d'entrée, un excellent point de vente à 40 $, pour aller chercher à nouveau le récent creux. Mais à noter qu'à l'image, mais à noter ici, pardon, excusez-moi, je n'ai pas tracé ma projection de soda pour le WTI. Ici, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il va falloir la tracer à partir de ce niveau-là. Et donc, ce qui nous donne un niveau E, car nous retraçons plus de 50% de la précédente baisse. Et donc, voilà l'objectif. On peut estimer qu'il a été atteint pour le Brent. Il n'a toujours pas été atteint pour le pétrole WTI. Et donc, le Brent pourrait aller chercher à nouveau le bas de ce précédent range, et donc les 38,80, et le WTI pourrait aller chercher les 36 $. À noter que sur le moyen long terme, on a un objectif à 29,50. Alors qu'en est-il du café? On a parlé des fondamentaux. Le café rebondit en direction de sa SSB. Et donc, le scénario haussier pourrait se confirmer. On préfère tout de même attendre un franchissement de la moyenne mobile exponentielle à 77 périodes pour entrer en position, peut-être pour aller chercher notre Kijun. Et à noter que nous avons un nuage mensuel qui avait fait office de résistance ici. On va le replacer en ajoutant Ichimoku en mensuel. On enlève Tenkan, Kijun, Shikuspan. On ne maintient que SSA et SSB. Et on a notre nuage mensuel ici qui sera un frein en vue du futur éventuel rallye haussier sur les cours du café. On passe à présent sur le marché d'échange très rapidement. L'euro-dollar qui se stabilise sur sa SSB, donc une zone de support à ce niveau-là. Seul un franchissement, seule une clôture en dessous de ce niveau serait un signal de vente. Et on pourrait se replier très violemment en direction du prochain support à 97,170. Pardon, 93,170 pour l'heure. Ce support tient. Et donc en vue de poursuite haussière du beaver, il faudrait s'affranchir des 94,300. Mais prudence, ce support pourrait céder aujourd'hui, voire demain, et cela permettrait donc à l'euro-dollar de retrouver des couleurs et d'enfin s'affranchir de ce nuage H4 et d'envisager donc un euro-dollar à 1,1824. Alors l'USD Tri est en train de consolider, le nuage arrive en support, on s'attend à une poursuite de la hausse. Seul un test de la SSB serait un excellent point d'entrée à ce niveau-là, 7,67,65. Alors qu'en est-il de l'USD-Yen après ces récents mouvements? L'USD-Yen donc retrouve des couleurs et vient réintégrer son canal haussier. Excellent point d'entrée pour l'USD-Yen, excellent signal d'achat même. Avec pour cible les récents sommets. Donc la prochaine résistance est à 105,700, ensuite 105,793, donc 105,800 avant d'envisager un test de la borne supérieure de son canal ascendant. Notez ici un nuage, il me semble, journalier. Pardon, c'est un nuage H4 qui vient mettre pression sur les cours et donc un important support qui viendra renforcer par la suite le bas de notre canal haussier. Donc perspective haussière pour l'USD-Yen, USD-CHF, perspective toujours haussière avec les mêmes objectifs que précédemment. Et USD-ZAR également qui devrait retrouver un support ici en plein milieu de son canal baissier. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Donc différents risques qui viennent se renforcer, se matérialiser. Donc prudence pour ce mois d'octobre qui pourrait être historique à la veille d'élections présidentielles qui sont déjà qualifiées d'historiques. Alors sur ce, je vous souhaite un excellent début de semaine. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.